and sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Tout le monde. Bonjour, bonjour. Ah là 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 là, qu'est-ce que je suis contente de vous retrouver dans Bel et Bien Ensemble. Bel et Bien Ensemble, c'est quoi? Une émission bien-être et santé. Bon, non mais c'est l'émission bien-être de France 2. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Non mais j'en peux plus, vous savez. Bon, en tout cas, je suis accompagnée, vous l'aurez remarqué, de Sarah Cadour, qui ne connaît pas le concept. On n'est pas aidé, hein. D'Arnaud Loquet. Essaye. Je l'interrogerai demain pour vérifier. Et de notre public adoré, qui lui est au fait de ce qu'on fait chaque matin, c'est-à-dire du bien-être. Bon, ce matin, dans notre dossier du jour, on va chercher dans nos greniers les vieilles photos de famille parce qu'on va parler généalogie. On s'intéresse à ça parce que connaître notre passé, ça nous aide à mieux nous projeter dans l'avenir si on réfléchit bien. Et donc, ça contribue à notre bien-être et c'est évidemment l'objectif. Alors en France, 71% d'entre nous s'intéressent à leurs origines, mais il y a seulement 44% des Français qui ont vraiment entrepris des recherches généalogiques. Aujourd'hui, on va vous expliquer comment vous lancer avec le programme du jour. Depuis plus de 30 ans, François mène une véritable enquête sur son histoire familiale. En retraçant son arbre généalogique, il a mis au jour des souvenirs, des silences, aussi des liens oubliés. Un témoignage, vous verrez, très très fort, plein d'émotions que vous découvrirez donc dans quelques instants. Quelles sont les clés essentielles pour réussir à construire son arbre généalogique? Concrètement, comment on s'y prend? Mayalène Berasategui, historienne et passionnée de généalogie, nous livre ses meilleurs conseils pour se lancer et bâtir son arbre pas à pas. Et puis nous retrouverons notre chroniqueuse culinaire Héloïse Brion et la chronique déculpabilisante de Stan Gusman, qui n'hésite lui jamais à dire ce qu'il pense. Et vous apprendrez beaucoup de choses dans sa chronique. Au-delà des dates et des noms, quel regard porter sur notre généalogie? Qu'est-ce qu'elle dit de nous aujourd'hui? Caroline Depeut, médecin psychiatre, nous éclaire tout de suite. Bonjour Caroline Depeut. Bonjour. Merci mille fois d'être avec nous. Alors, j'ai une première question à vous poser parce que je l'ai un peu dit en introduction de cette émission. Pourquoi est-ce que partir à la recherche de ses ancêtres, ça fait autant de bien pour se projeter dans l'avenir? En tout cas, en quoi ça sert à se projeter dans l'avenir? Il y a une façon qu'on a quand on va rechercher dans sa famille d'essayer de sortir un peu de sa petite histoire et de se connecter à quelque chose de plus vaste, de plus grand. Et ça, je pense que ça fait du bien. Et puis, moi, je trouve qu'il y a un petit côté super ludique, aller à la recherche de ses ancêtres, de son histoire, et on prend sa loupe de Sherlock Holmes, on peut aller avec une curiosité, et voilà, je trouve que ça peut donner une dimension assez chouette à aller rechercher ses origines. Les petites histoires de sa famille au sein de la grande histoire. Sarah, vous avez interrogé les Français sur leur généalogie? Mais oui, je leur ai fait croire que j'avais du sang noble ce matin, donc j'ai utilisé un certain vocabulaire. Moi, je trouve que vous êtes tellement altière, on peut le croire. Ouais. Benoîtement. Comment se porte votre auguste personne aujourd'hui? Mais ça va très bien, et toi, princesse? De quelle illustre maison, honorable lignée, êtes-vous issue? Une petite chambre de bonne dans le château de Versailles. Daignez recevoir l'expression de ma gratitude la plus profonde. Vous étiez bien entre aristos. On sentait que vous étiez totalement dans votre élément. Alors dans le public, on a une super histoire aujourd'hui, c'est avec vous Céline. Vous avez 40 ans, vous êtes journaliste, je crois que vous connaissez bien Sarah puisqu'on va vous voir dans le micro-trottoir. Alors vous, c'est fascinant, vous avez rencontré votre père à l'âge de 14 ans en Guadeloupe et vous dites que ça a été un vrai tournant pour vous parce que ça vous a permis de relier l'histoire de votre famille et surtout des traits de personnalité. C'est ça qui est passionnant, des peurs, une grande combativité. Et alors, je pense que votre métier journaliste a fait que vous avez un peu poussé sur notamment l'histoire de l'esclavage en Guadeloupe. Et ça a résonné chez vous encore une fois, puisque vous dites que c'est une véritable étape de guérison pour vous. C'est aller puiser des choses très fortes en vous. Donc merci d'être là, parce que c'est vraiment passionnant. Et je suis sûr qu'on va se régaler à vous écouter. Merci beaucoup Céline pour votre confiance. Vous aussi, vous pouvez témoigner, vous le savez, vous pouvez venir nous voir dans notre public. Pour ça, vous nous envoyez un message sur vos réseaux sociaux. Et vous pouvez aussi vous confier à nous. Voilà, posez votre tête sur notre épaule via les réseaux. Parfois, on construit des émissions autour de vos témoignages et ça nous fait du bien aussi. Alors, est-ce qu'on peut regarder notre histoire sans la romantiser ou la juger? En quoi est-ce que c'est bénéfique et même apaisant de plonger dans l'histoire de nos ancêtres? Et surtout, pourquoi cette quête nous fascine autant? Pourquoi est-ce qu'elle nous procure souvent un réel sentiment de mieux-être? Ce ne sont pas les questions que tout le monde se pose? Eh bien si.
Sarah, vous êtes en retard. Je suis en retard, attendez-moi. Voilà, oulala. Bah, Sarah, vous n'avez pas eu le temps alors de Mais si. prendre le pouls du public. Mais si, justement, c'était parlé un petit peu avant et j'ai retrouvé mon grand-oncle, Jean-Yves Cadour. Ah, Mais oui, vous voyez comment on se ressemble. c'est un truc de dingue. Et c'est un hasard. Un hasard et en plus, il est blindé. Oh là là. L'embellie. Allons voir ce qu'en pensent les Français. Tout à fait. Mon Cadour. Bah oui. La généalogie, c'est l'un des 3 loisirs préférés des Français avec le bricolage et le jardinage. Vous, est-ce que c'est votre cas? Alors oui, la généalogie, c'est passionnant. Nous, on a réussi à remonter jusqu'au XIe siècle. Alors Julie, est-ce qu'il y a une personne de votre famille, un ancêtre que vous auriez aimé connaître? Peut-être effectivement mon arrière-grand-mère qui justifie mon prénom, parce que j'ai le prénom de mon arrière-grand-mère. C'est quoi les bienfaits de la généalogie? C'est lié à la connaissance de soi et la confiance en soi. Donc chercher dans son histoire, c'est se comprendre, se connaître, s'accepter, oser, parce qu'en vrai dans la vie c'est soit l'amour, soit la peur. Comment réaliser une bonne recherche généalogique? Questionner dans la famille un maximum de monde sur ce qui se sait dans la famille. Des livres, il y a Internet. Je pense qu'il faut contacter un généalogiste sérieux. Est-ce qu'il y a un truc un peu fou que vous avez appris sur vos ancêtres? Soit du côté de ma maman ou de mon papa, il y avait beaucoup de secrets. Et moi, j'ai découvert d'ailleurs que mon prénom Céline, qui est tout simple, genre banal, ça voulait dire la gardienne des secrets de famille, mais celle qui aime les révéler. Et en fait, c'est clairement ma mission, c'est-à-dire que toute ma vie, on m'a dit « Chut, je te confie ça, mais tu te tais ». Mais quelques années plus tard, j'étais celle qui disait « Bon, maintenant, je vais bien ouvrir ma gueule, je vais vous dire ce truc-là, mais c'est pour le bien de la famille ». Et en fait, c'est drôle parce que c'était un peu l'histoire de ma famille. Ouais. Bravo, j'espère vous revoir en plateau. Tiens, l'invitation est lancée. Avec plaisir, j'arrive. Merci Céline. Elle est là, elle est en bas là. Et elle est là. Bon, merci Céline d'être venue parce que c'est vrai que ça a piqué un peu la curiosité de Sarah Cadour et de son grand-oncle Jean-Yves d'ailleurs. Hein. Merci beaucoup en tout cas Céline, plus sérieusement d'être là parce que vous êtes journaliste, Arnaud le disait tout à l'heure, vous êtes aussi coach en expression et vous avez voulu en fait en savoir plus sur l'histoire de votre famille. Donc vous êtes allé un peu chiner, vous avez retrouvé des vieilles photos, vous avez enquêté. Qu'est-ce que ça vous a apporté de faire tout ça ? Alors merci déjà de m'accueillir. Moi, ce que ça m'a apporté, c'est que tout simplement, déjà, moi, j'ai toujours eu des questions sur qui je suis. Étant métisse, quand j'étais petite, j'avais ma maman qui est blanche. On me questionnait énormément sur qui j'étais, d'où je venais. On me prenait pour ce que je n'étais pas forcément. Donc ça me questionnait sur mon identité. Oui, c'est ça. Donc les questions d'identité, elles sont très lointaines. Et quand on est adolescente, en fait, on se questionne beaucoup sur ce qu'on est parce qu'on passe de l'enfance à l'adulte et on est dans une phase de transition. Et donc, j'ai eu envie, en fait, de découvrir qui était mon papa, mon géniteur. Je l'ai découvert à l'âge de 14 ans. Donc, je suis partie en Guadeloupe grâce à mon grand frère qui m'a accompagnée dans ce voyage. Et je pense que, en réalité, ma quête, c'était surtout de me connaître moi. Et au-delà de ça, avec quelques années en plus, je me rends compte que c'est aussi de découvrir un petit peu la psychologie humaine. Et puis, en tant que maman d'une adolescente de 13 ans maintenant, j'ai envie aussi de comprendre comment elle fonctionne, comprendre en fait comment on peut se détacher de certaines peurs, comment on peut les exprimer, comment on peut les choisir aussi. Et oui, le poids de l'héritage émotionnel aussi, le poids des traumatismes de nos aïeux, c'est quand même quelque chose. Est-ce qu'il vous reste des questions aujourd'hui sur votre famille, des choses que vous avez envie de découvrir ? Oui, alors la généalogie, je pense que c'est un héritage génétique, mais c'est aussi un héritage émotionnel et narratif, dans le sens où l'histoire de nos aïeux, elle a une importance sur ce que l'on est aujourd'hui. Mais je pense aussi qu'il ne faut pas s'enfermer dans cette cage de ce qu'on a été et ce que nos aïeux ont été, mais aussi de prendre en compte ce qu'on est aujourd'hui à l'instant présent. Mais par contre, les questions que j'ai, c'est clairement pourquoi aujourd'hui je peux sembler autoritaire, je peux sembler effacée, je peux sembler curieuse. Peut-être parce que ma grand-mère, elle a porté certains combats, peut-être parce qu'elle a vécu des choses et parce que c'est dans mes gènes, c'est dans ma chair. Et c'est pas ma responsabilité, c'est en moi. Mais de les découvrir et de le transmettre à ma fille, ça permet de savoir qui on est. Après, exactement. Justement, avec mes descendants. Caroline Depeut, qu'est-ce qu'on cherche vraiment au fond dans nos origines ? Est-ce qu'on cherche des réponses ou est-ce qu'on cherche sa place, qui est un peu la quête de toute une vie aussi. Oui, peut-être un peu des deux. J'ai l'impression qu'on cherche une place parce que justement, c'est un ancrage, une reconnaissance qui se fait par ce qu'on comprend dans sa famille. Mais je crois qu'on cherche aussi des réponses, et ça vous le montrez bien, Céline. Et ces réponses, c'est quand on a des schémas qui se répètent dans la vie, quand on a justement ou des symptômes, des choses qu'on voit qui nous appartiennent pas totalement, eh bien, qu'est-ce qu'on en fait ? Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle l'histoire transgénérationnelle. Et il y a plein d'études là-dessus. Vous savez que maintenant, on est en train d'étudier les mécanismes épigénétiques par lesquels une histoire peut se transmettre. Peut-être. Alors, l'épigénétique, c'est la façon
façon dont les gènes vont s'exprimer ou pas. Les gènes, ils sont là, ils sont dans nos cellules, ils vont permettre de créer notre corps, nos organes, notre cerveau. Et en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que ces gènes s'expriment ou s'éteignent. Et donc, on peut, par exemple, exprimer plus de gènes de stress ou moins. Et ça peut nous permettre de réguler mieux notre stress. Eh bien, on Et voit ça, c'est en maintenant- fonction de l'environnement. Et ça, c'est en fonction de l'environnement, et donc aussi de l'environnement de sa mère. Par exemple, quand on est un fœtus dans le ventre de sa mère, eh bien, on peut avoir des changements épigénétiques qui, heureusement, sont réversibles, et ça, c'est la bonne nouvelle, mais qui nous permettent parfois de comprendre comment ça peut passer d'une génération à une autre. Voilà, donc rien n'est figé. Et on l'a bien compris au travers de ce que vous dites, Caroline, c'est que c'est pas seulement une curiosité d'aller chercher quelle est notre histoire familiale. Ça peut vraiment apaiser, c'est bon pour notre bien-être. Oui, enfin moi je suis vraiment fondamentalement persuadée de ça. Je pense qu'en effet, quand on a par exemple, vous parliez d'autoritarisme, ou on a parfois des symptômes ou des caractéristiques de notre personnalité qui nous dépassent un peu, et on fait parfois même un travail là-dessus et on ne comprend pas tout à fait, et bien de se rendre compte qu'on fait partie d'une histoire plus vaste et d'un système plus vaste. Je pense que ça nous permet parfois de nous déculpabiliser, aussi de dire « attends, ça ne m'appartient pas tout à fait non plus », mais aussi de nous soulager, de comprendre pour avancer justement. Et d'ailleurs, on le voit, hein, les études le montrent, quand on va à la recherche de ses racines et qu'on trouve des choses intéressantes, on voit que ça diminue l'anxiété et ça augmente l'estime de soi. Ah, ça, c'est quand même quelque chose de très important. Après, il faut être un peu préparé quand même. Quand on décide d'aller fouiner dans le passé de nos ancêtres, il y a parfois des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre, des gros traumatismes. Ouais. Je ne sais pas, vous, Céline, si vous avez découvert des choses comme ça qui pouvaient être un peu cachées et compliquées, ou des secrets. Ouais, parce que... Oui, alors moi, c'est vrai que j'ai provoqué ça par du vrai, c'est-à-dire je me suis déplacée sur des lieux, j'étais discuter avec des tontons autour d'un café et d'un album photo, Ouais. et j'ai découvert des choses sur ma grand-mère paternelle, notamment beaucoup de violences qu'elle a vécues. Ouais. Et moi, je me suis toujours questionnée, mais pourquoi, quand j'étais plus jeune, je rencontrais beaucoup d'hommes violents, Ouais. j'avais souvent des patrons très autoritaires, enfin, j'étais souvent face à des gens très dans la violence. Et quand j'ai compris l'histoire de ma grand-mère et ce qu'elle a mené comme combat, j'ai l'impression d'avoir en fait la continuité de son histoire en moi, et d'avoir le choix de me dire, ok, maintenant ça suffit, ma fille n'aura pas affaire à ces hommes-là, et je choisis de ne plus avoir Et affaire c'est à ça. exactement ça. quand j'en ai pris Ça conscience, permet voilà. d'arrêter le cycle de la répétition, mais en même temps, parfois, se rendre compte du trauma, ça peut être extrêmement perturbant. Mais la crise, hein, moi je dis toujours que la crise, c'est vraiment une occasion de rebondir et de se réorganiser, et c'est à ça que ça peut servir. Merci. Alors, on l'a dit, hein, connaître son histoire familiale, c'est quand même quasiment indispensable pour aller bien. Ou alors, est-ce que c'est une clé parmi d'autres à utiliser si on en a besoin ? Oui, on ne va pas rentrer dans les obligations. On a assez Pas d'injonctions d'injonctions, comme voilà. ça. Hein. C'est vrai. Hein. Sinon, la semaine prochaine, un terreau pour tout le monde pour savoir comment vous vous en êtes sortis. Non, je pense qu'effectivement, la façon la plus importante dont on construit sa vie et son équilibre, c'est ici, c'est dans le présent, c'est les choix qu'on fait, c'est les relations qu'on entretient. Et là-dedans, aller à la recherche de sa généalogie, je pense que ça peut être une ressource supplémentaire. Une clé, mais c'est certainement pas une obligation. Et d'abord, on n'a parfois pas le choix, hein, on ne connaît pas ses origines, et donc, voilà. Pas envie, flemme aussi. Flemme, pas Caroline. envie, on se sent pas prêt à ça, et en fait, tout ok, hein, tout est bon, chacun son rythme, chacun sa vie, on ne doit pas se forcer là-dedans, certainement pas. Caroline, comment on sait si on est vraiment prêt à se lancer dans une recherche? Parce que vous le disiez, on peut découvrir des choses pour lesquelles on n'est pas forcément préparé. Alors moi, j'aime bien partir de cette petite chose à laquelle on ne fait pas toujours assez confiance, c'est notre intuition. Je pense qu'on peut avoir un appel qui peut être de la curiosité, de l'envie, qui peut être aussi parfois un peu de la peur, parce que justement, on ne sait pas très bien tout ce qu'on va découvrir, mais on sent l'appel qui vient de nous. Et cette intuition, je crois qu'on peut apprendre à l'écouter et à lui faire confiance et à se dire « ok, c'est le bon moment ». Puis parfois, il y a des hasards, des synchronicités qui se mettent en place et qui peuvent nous lancer sur le chemin. En tout cas, ce qu'on a bien compris, hein, grâce à vous, Caroline, c'est que finalement, tout ça, c'est pas rester dans le passé, hein, c'est pas ressasser, c'est au contraire mieux avancer. Merci Céline pour votre témoignage, Oui, merci. vraiment éclairant. Vous aussi, vous savez que vous pouvez retrouver toutes nos solutions bien-être et aussi venir témoigner en allant sur nos réseaux sociaux, les réseaux sociaux de l'émission Bel et Bien Ensemble. Arnaud, vous allez nous raconter l'histoire de François et vous allez voir que l'histoire de François, ça va vous faire du bien. Surtout, moi, je ne le savais pas, vous allez voir que la généalogie, ça passionne vraiment tout le monde. Et c'est pas pour rien que ça fait partie d'un des 3 loisirs préférés des Français, avec le bricolage et le jardin. Mais bon, attention, préparer son arbre généalogique, il faut des méthodes, de la patience. Alors nous, on a eu envie de comprendre, de pousser, comme d'habitude, de pousser toujours plus. Et vous allez voir, c'est un véritable tuto dans ce sujet.
Notre journaliste Luc, lui aussi curieux de l'histoire de sa famille, est donc parti à la rencontre d'un passionné. Direction Emerainville dans l'Essonne chez François Sambin, un généalogiste expérimenté. Bonjour François. Bonjour Luc. Vous allez bien? Très bien, oui, vous pouvez rentrer. C'est donc ici votre centre de recherche? Voilà, tout à fait. Donc là, vous avez l'ensemble de mon travail, mon bureau et puis une fresque descendante, c'est-à-dire on prend le patronyme le plus vieux et on va rechercher tous les descendants de cette personne. Et là, il y a à peu près 400 noms. Ça a pris au moins 3-4 ans pour faire cet arbre et c'est toujours pas fini. Vous avez certains endroits où je recherche encore. Pourquoi est-ce que vous êtes lancé dans toute cette généalogie? Je suis très attaché à l'histoire et au patrimoine. Donc l'histoire de sa propre famille, je pense que c'est important. Et puis aussi transmettre, moi j'ai 4 petits-enfants, donc aussi transmettre cette histoire. Il suffit pas d'aligner tous ces noms. Il y a des histoires particulières. Chaque personnage a eu cette histoire et c'est ça la recherche qui est importante dans généalogie. Généralement, on commence par la boîte à souvenirs que l'on a dans la famille. Dans les tranchées, mon aïeul. Vous voyez, c'est une histoire. Maintenant, c'est essayer de retrouver, par exemple, à quel endroit il était. Et je pense que c'est important de pouvoir connaître un petit peu d'où on vient. Voilà, c'est un petit peu une partie de ma propre vie, en fin de compte, que j'ai à travers mes ancêtres. François a commencé ses premières recherches généalogiques dans les années 80 en fouillant dans les archives familiales. Mais c'est à la retraite, grâce à l'essor d'Internet, qu'il a pu se consacrer totalement à sa passion. Des fois, je suis resté jusqu'à 3h du matin sur mon ordinateur parce que j'avais trouvé une information et que je voulais aller jusqu'au bout. L'accomplissement, c'est de faire un livre. C'est un livre qui raconte l'histoire de la famille pour pouvoir le transmettre. Un projet personnel et familial, mais pas seulement. François aime surtout transmettre et partager ses connaissances. À Ponto-Combo, il retrouve d'autres passionnés dans une association de généalogistes amateurs, ici 2 maîtres mots, la recherche et la convivialité. J'ai aussi ce gros problème, c'est mon ancêtre qui a émigré aux États-Unis. Il y a plusieurs sources, en fin de compte, pour retrouver un ancêtre aux États-Unis. On va le faire ensemble. Grâce à l'association, j'ai pu commencer parce que je ne savais pas par où m'y prendre, comment faire. Et j'ai beaucoup progressé avec l'aide de tout le monde. Et c'est vraiment très, très intéressant. Et ma famille attend beaucoup les résultats de mes recherches. Les sortir, ça nous fait travailler un petit peu les méninges. Vous trouvez une date d'anniversaire, une date de naissance, un contrat de mariage. Ça nous permet de remonter un peu 3, 4, 100 ans en arrière. Et donc c'est drôle, c'est ludique, on va dire. Pour l'instant, mes enfants et petits-enfants, ça les intéresse pas du tout. Hein. Mais je me dis qu'un jour, peut-être, ils seront contents de retrouver tout ce que leur mère et grand-mère a fait. Bon, maintenant, c'est à votre tour. On va essayer de récupérer vos ancêtres avec les logiciels que nous possédons. Donc là, vous allez mettre votre nom. Mes grands-parents? Voilà, mettez vos grands-parents et au fur et à mesure, votre arbre va se remplir petit à petit. Grâce à un site internet spécialisé, Luc remonte le temps et retrouve l'identité de ses arrière-grands-parents. C'est ce qu'il faisait ou pas? Un ouvrier, donc c'était une personne qui travaillait généralement dans les champs. Hein, donc, en tout cas, c'est super sympa. Là, je suis content d'avoir retrouvé mon arrière-grand-mère. Merci beaucoup en tout cas François pour cette initiation, c'était vraiment très chouette. C'est vraiment passionnant. Hein. C'est génial. Est-ce que ça vous a donné envie, j'espère, dans le public, ça vous a donné envie d'en savoir plus sur votre famille parce que ces petites enquêtes, il faut le dire, ça booste notre dopamine, la fameuse hormone du plaisir. Ça rend très fier aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, la petite loupe, on joue au détective et c'est vrai qu'on se passionne. Et surtout, et c'est ça qui pour moi résonne le plus, c'est que rechercher, c'est remonter le fil de l'histoire, découvrir les racines, parfois les secrets, un petit peu enfouis, les ancêtres. Et c'est surtout, vous l'avez dit Céline très justement, c'est une façon de mieux se connaître soi-même. Et je pense que vous avez fait une très belle étape dans votre vie en remuant tout ça et avoir votre sourire, je pense que c'est la meilleure des réponses. Mais en tout cas, chacun devrait le faire parce que c'est à la fois passionnant et très utile. Sarah, vous qui êtes à côté de votre tonton, est-ce que vous apprenez à vous connaître? Mais justement, avec mon Jean-Yves Cadour, on a remarqué qu'à chaque fois, quand on fait des réunions familiales, on adore écouter et réécouter les mêmes histoires de famille. Alors pourquoi on y prend autant de plaisir? Eh bien,
C'est vrai que dans la vie, en général, on a plein de mythes, plein de légendes. Il y a l'Odyssée, Homère, l'Iliade. Eh bien, nous avons aussi nos petits mythes familiaux. Et c'est vrai qu'on a les histoires qu'on aime bien se raconter, où on est parfois un héros, ou un clown, mais où, de toute façon, c'est quelque chose qui nous nourrit, qui nourrit l'imaginaire familial. Qui nous rassemble aussi. Qui nous rassemble, on est là. Et c'est en fait vraiment le plaisir de connaître déjà une histoire. Et grand-mère, tu vas nous raconter l'histoire de quand tu étais au village. Et donc, je vous encourage, Jean-Yves et Sarah, à continuer à vous raconter vos mythes familiaux ensemble et à vous rassembler dans cette unité. Ah là là, votre grand-mère, elle vous manque, Jean-Yves. Ah oui, au bled. Quelle belle famille. Caroline, vous restez avec nous parce qu'on va s'attaquer maintenant au cœur du sujet, la construction de son arbre généalogique. Et c'est le déculpabilisant Stan Gusman qui ouvre le bal. Dans la vie, faut pas s'en faire. Agathe, Oui. je suis pas peu fier, mais j'ai un cadeau pour vous ce matin. Ah bon? Ouais, votre arbre généalogique élaboré en partenariat avec la plateforme MyHeritage. Alors, c'est vrai alors? C'est vrai, extrêmement bien documenté. Nous sommes remontés sur 11 générations. Que des canons, 166 ancêtres. Oh, Des oui. bombes. 17e siècle à nos jours, rendez-vous Oh là compte. là. Ouh là 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 là. Et je peux vous dire que ça pue pas la misère chez Agathe. On est plutôt première classe que lutte des classes, vous allez voir. Une branche paternelle de notables, ancrée en France, entre Paris, Lyon et la Bourgogne. Je sais rien sur ma famille paternelle. Voilà, en fait, un petit penchant pour la bouteille qui nous vient de la Bourgogne, sans doute. Et une branche maternelle de gens lettrés, biberonnés à la pensée des Lumières, qui a fait fortune en Suisse, en Angleterre et aux États-Unis. Il n'y a plus rien. Je vous le dis tout de suite. Justement, je veux savoir, est-ce que ces origines vous paraissent cohérentes avec l'éducation que vous avez reçue? Vous voulez dire des blindés alcooliques? Écoutez, je pense que les schémas ont été cassés avant ma naissance, sur les deux niveaux. C'est ce qu'on dit. Alors, je préviens tout le monde, votre arbre nous réserve une énorme surprise. Vraiment, je vous le dis, vous ne verrez plus Agathe comme avant une fois que vous saurez de qui elle descend. Sans plus tarder, on va commencer avec la lignée paternelle, avec votre arrière-grand-mère, une certaine Marie-Caroline Kloppenburg, j'en dirais de la bière. Ça vient d'Allemagne. Elle s'est installée en France. Et c'est cette fameuse Marie-Caroline qui a donné naissance à votre grand-père, un certain Guy-Albert Georges Le Caron. Mais oui. Il était artiste peintre et il a connu son petit succès à l'époque. Voici ses croûtes, regardez. Oh, c'est hyper beau, c'est la fierté familiale. C'est Comment vrai? Ça se vend bien, ça? Regardez comme c'est joyeux, franchement. C'est hyper joli. Non, il n'y a pas de cote, mais c'est très beau. Ça vient de là, l'aquarelle. Ouais, exactement, exactement. On peut-être. passe au côté maternel. Vous venez d'une grande famille de banquiers protestants. On devait se marrer à la maison. Une très belle lignée puisque votre lointain aïeul Isaac Télusson a été nommé ambassadeur de la République de Genève auprès du roi de France Voilà Louis de famille, XVI, hein. et qu'il a anobli, lui et sa femme Sarah, en 1782. Et quand on s'intéresse à leur acte de mariage, on découvre que vous avez été cousine au 7e degré avec une illustre princesse. Vous voulez savoir de qui il s'agit, mais je sais que vous le savez un petit peu. Dans le public, vous n'êtes pas prêts. Il s'agit, attendez, de Lady Di. Oh oui, Agathe est cousine au 7e degré avec Lady Di. Vous êtes issu de la famille Spencer et par conséquent, vous êtes la cousine du prince Harry et William. Alors, je vous demande de vous lever pour saluer notre reine. Décidément, Agathe, vous avez tout d'une reine. Sur ce, votre Altesse Sérénissime, je vous laisse. J'ai interdiction de vous montrer les fesses, comme le veut le protocole. Donc je pars en reculant. Bye bye, Stan. Qu'est-ce que vous êtes incroyable, Agathe. Vous êtes une reine, vous êtes Thank ma you very reine. much. God save Agathe. Thank you. Thank you. Vous trouvez que je lui ressemble ou pas? Thank you. It was so nice. Alors, comment retrouver les racines aujourd'hui? Que peut-on attendre d'une recherche généalogique? Je ne sais pas ce qui me prend, qu'est-ce qui se passe? Ça doit être la famille qui coule dans mes veines. Bon, pour tout comprendre, en tout cas, de tout ça, j'accueille tout de suite Mayhélène Berasategui, historienne et passionnée de généalogie dans Bel et Bien Ensemble. Bonjour Mayhélène et merci d'être avec nous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous publiez La généalogie pas à pas. C'est aux éditions Flammarion et vous êtes donc historienne de formation. Et vous aidez les familles à retrouver leur généalogie. Moi, c'est quand même pas mal. Hein. Vous avez vu quand même? C'est la classe. C'est vraiment la classe. Je suis trop fière. Bon, je sais pas en quoi ça peut me servir parce que j'ai l'impression que j'aurai pas l'héritage, mais bon. Un carrosse. Ouais, peut-être le carrosse, ouais, ça serait pas mal. Bon, concrètement, même si Stan l'a déjà fait, moi, si je veux retracer mon arbre généalogique, par quoi je commence? Imaginons, j'ai aucune info.
Si vous n'avez aucune info, le plus simple, si vous n'avez aucune info, mais des liens avec votre famille, c'est que vous demandez aux personnes les plus âgées de votre famille. J'enquête, quoi. Voilà, vous demandez qu'est-ce qu'on a gardé comme document, qu'est-ce qu'on a, est-ce qu'on a des livrets de famille, est-ce qu'on a des livrets militaires, est-ce qu'on a des vieilles photos, qu'est-ce qu'on a. Et si vous n'avez pas la possibilité de faire ça, vous commencez par regarder une base qui s'appelle la base des décès de l'INSEE, où vous allez avoir toutes les personnes décédées en France depuis les années 70, et vous aurez leur date et leur lieu de naissance avec. À partir de là, vous recherchez leurs actes de naissance, leurs actes de mariage, leurs actes de décès, et comme ça, vous allez comment pouvoir... on fait pour ça? Vous pouvez aller sur Internet maintenant, tout est numérisé. Ah oui. Ouais, jusqu'au XVIe siècle. Donc, et donc, à partir de là, vous remontez. C'est génial. Et si vous voulez en savoir plus, vous regardez, il y a d'autres types d'archives numérisées. Il y a des archives militaires, des archives de la justice, des recensements. Il y a plein d'archives qui nous permettent d'avoir un peu plus que juste une naissance, un mariage, un décès, de savoir vraiment qui étaient les gens. Et si vous devenez vraiment mordu, là, vous allez finir par aller aux archives départementales ou aux archives nationales, vraiment en salle de lecture. Et là, vous allez ouvrir des cartons que personne n'a ouverts depuis 200 ans et vous allez triper. Voilà. Ah ouais, ça c'est vraiment le mot, parce que c'est quand même fou. Parfois, il y a des anecdotes auxquelles on ne s'attend absolument pas. Alors, imaginons, je sais pas, je tombe sur une photo de classe de mon arrière-grand-mère. Donc ça, bon, c'est la base. J'ai aucune autre info. Qu'est-ce que je peux tirer de cette photo? Comment je tire le fil? Vous pouvez regarder s'il y a des infos dessus, s'il y a des noms qui sont écrits derrière ou pas du tout. Vous pouvez demander à la mairie de la commune, si vous avez le lieu de naissance de votre arrière-grand-mère et qu'elle n'a pas bougé. Vous pouvez demander à la mairie de la commune si eux, ils ont des infos. Des fois, ils ont des registres scolaires. Vous pouvez demander à des assos d'histoire locale. Vous avez souvent des gens qui travaillent sur la mémoire des villages. Et la photo elle-même, vous allez voir, par exemple, est-ce que c'est une école avec des religieuses? Est-ce que c'est une école laïque? Comment sont habillés les enfants? Est-ce qu'ils sont bien habillés? Est-ce qu'ils viennent plutôt de milieux populaires? Donc vous pouvez quand même tirer pas mal d'infos. Est-ce qu'ils ont l'air d'être en bonne santé ou est-ce qu'ils sont un peu émaciés? Vous pouvez tirer pas mal d'informations, même d'une vieille photo comme ça. Alors, il y en a un qui a bien étudié la généalogie, donc celle des célébrités. C'est Arnaud, votre voisin de gauche. Il va vous montrer, c'est sa happy thérapie. Un jeu de plus dans cette émission. Vous allez jouer avec moi. Le jeu, c'est qui est cousin avec qui, parce que tout le monde n'a pas la chance, comme Sarah, d'avoir retrouvé son cousin dans le public. Je me suis intéressé aux liens de parenté de certaines célébrités françaises. J'ai découvert des choses très surprenantes. Je vais vous montrer une célébrité et vous allez devoir deviner qui est qui parmi 3 propositions. De qui Pascal Légitimus est-il le cousin, à votre avis? Les propositions, c'est Laurent Voulzy, Yannick Noah ou MC Solar. Laurent Voulzy. MC Solar, il est belge. Eh bien, MC Solar est belge, hein. Pascal Légitimus et Laurent Voulzy, son cousin, plus éloignés, mais ils sont cousins. Bonne réponse, bravo à vous. Deuxième question, qui est le cousin de Patrick Bruel? Patrick! Il y a des propositions? Il y a des propositions qui arrivent. Richard Berry, Yvan Attal, Elie Semoun. C'est une notoriété publique, Elie Bravo, Semoun. bravo, Elie Semoun. Et ils sont cousins issus de germain, c'est-à-dire assez proches, car le grand-père de Patrick Bruel était le frère de la grand-mère d'Elie Semoun. C'est pareil, moi, la reine d'Angleterre était le frère de la grand-mère de mon père. C'est dingue, hein? C'est très clair. Dernière question, qui est le cousin de Julie Gaillet? Vincent Lindon, François Cluzet ou Benjamin Biolay? Là, c'est plus dur. Allez, Vincent Lindon. Faites bien le buzzer. François Cluzet. Ils sont cousins du côté maternel, mais attention, il va y avoir une révélation dans cette émission. François Cluzet n'est pas le seul à avoir le privilège de faire partie de la famille de Julie Gaillet. On a quelqu'un qu'on aime beaucoup dans cette émission, ou pas, qui bosse ici. Bah, c'est Sarah Cadour. Hein. Non, je sais que sa famille est grande, mais c'est pas elle, c'est Stan Gusman. Oh, dis donc. Ils sont cousins éloignés. Donc il a aussi des illustres cousins, j'ai l'impression. C'est incroyable. Fais-moi le malin, là, on a il les vient Didier, pas, on a Sarah, et bon, moi, il faut que je trouve Stan. Merci beaucoup, Avec plaisir. Arnaud. Bon, là, évidemment, c'était rigolo et tout, mais dans la vraie vie, la généalogie, on va le dire, c'est pas toujours aussi simple. Mayalène, quand on cherche sa propre histoire, est-ce qu'on est à peu près sûr de trouver toutes les réponses qu'on cherche? Toutes les réponses, c'est toujours compliqué parce que plus on remonte dans le temps et moins il y a de réponses, même s'il peut y avoir plein de documents différents. Il y a des gens qui partent avec plus de facilité que d'autres. Par exemple, si vous avez des origines étrangères en fonction du pays d'où vous venez, bah, ça va être plus ou moins compliqué. Parfois, il va falloir aller sur place. Si vous avez des enfants abandonnés, des pères inconnus, des choses comme ça peut être plus difficile. C'est pas forcément impossible du tout, mais c'est plus difficile. Donc, vous n'aurez pas forcément toutes les réponses, mais vous aurez plus de réponses qu'au départ, ça c'est sûr. Et Mayalène, vous êtes un peu un détective privé, quoi. vous avez aidé beaucoup de personnes à retrouver les membres de leur famille. Il y a une histoire qui vous a particulièrement marqué?
Il y a une personne qui m'avait contactée en me disant voilà, ça fait plus de 20 ans que je cherche mon grand-père. Elle était américaine, cette dame, et elle cherchait depuis 20 ans. Elle me dit il a grandi à Versailles, à quelques pas du château, il était français. Et je dis ok, bah allons-y, Versailles, Facile, quoi. c'est il n'y a pas longtemps, ça devrait pas être compliqué. Et il y a rien, ni niente nada que dalle, rien. Je creuse l'état civil, les recensements, les archives militaires, rien. Donc je me dis bon, on va regarder ce qu'il y a aux États-Unis. Et aux États-Unis, ce que je trouve rejoint ce que dit cette dame et qui n'existe pas. Donc, je me dis, il va falloir creuser encore plus. Donc, je cherche. Et j'ai pas grand-chose. Et je vois que ce monsieur a créé une entreprise avec un garçon qui a un nom qui commence comme le sien, mais qui finit pas pareil. Le Caron et le Buron. À peu par près, exemple. ouais. Et moi, on m'aurait dit une origine comme ça au pif. J'aurais dit, c'est peut-être un nom anglais, le nom du type. Et je lui demande, est-ce que vous connaissez cette personne? Peut-être que cette personne a des descendants et que ses descendants ont plus d'infos ou des infos différentes. Elle me dit, ah non, mais c'est Oncle Oli, on l'a très très bien connu, sa femme était française. Et elle l'appelait Oncle Oli parce que des fois, ils appellent oncle ou tante des gens qui sont des amis de la famille. Et pour elle, c'était ça. Et je me suis dit, mais ça commence pareil quand même. On va chercher, on va gratter. Et je me suis rendu compte que ce monsieur, en fait, a changé son nom une fois aux États-Unis. Parce qu'en fait, l'autre monsieur était vraiment son frère et que tous les deux étaient des rescapés du génocide arménien. Et donc, elle est arrivée en me disant, j'ai un grand-père français qui vient de Versailles. Et moi, je suis revenue en me disant, en fait, non. Il était arménien et elle n'en avait aucune idée. Elle n'en avait aucune idée. Il était rescapé d'un génocide, elle n'en avait aucune idée. Et il a manifestement fait le choix de ne rien leur dire pour les protéger jusqu'à la fin de sa vie. C'est fou. Non, mais c'est sûr que... Et puis quand même, là, ça aide à mieux se connaître, à mieux comprendre la place qu'on tient dans sa propre vie. Hein. C'est loin d'être anodin. Sarah? Ouais, sur ce point, il y a Liliane qui avait une question pour Caroline. Alors, avez-vous des conseils quand une découverte sur nos origines nous bouleverse un peu trop? Je pense que la première chose, c'est de se dire que c'est normal. C'est OK, on prend le temps de la digestion émotionnelle. La deuxième chose, c'est de pouvoir s'en ouvrir, justement de sortir du secret, du caché, du non-su, et de pouvoir vraiment en parler avec des gens autour de soi. Et puis, peut-être la dernière chose, ce serait de dire de prendre un peu de recul aussi, de prendre une juste distance par rapport aux nouvelles qu'on peut recevoir. Peut-être qu'on a des informations qui sont bouleversantes, mais en même temps, c'est pas ça qui fait toute notre histoire et toute notre lignée, et donc on peut remettre ça à sa juste place. Je ne sais pas si ça vous aide. J'ai l'impression que si. Hein. Maï-Hélène, avant de vous libérer, qu'est-ce que vous pensez, vous, des tests ADN? Je sais que c'est interdit en France, mais bon, je crois qu'il y a des gens qui arrivent à contourner. Est-ce que vous pensez que c'est bien? Là, c'est en discussion parce que la loi bioéthique, elle est révisée périodiquement. Donc la loi qui décide si on peut le faire ou pas. Et donc là, ça va revenir dans l'actualité. Je pense que, de fait, ça peut aider plein de gens qui ont des difficultés, enfin, qui ont justement des trous comme ça dans leurs origines, qui ne savent pas. Ça peut vous donner aussi plein d'informations sur l'origine de votre famille. Il faut faire attention quand on vous dit vous êtes 2% anglais, 3% irlandais, machin, parce que... En gros, en l'état actuel des bases de données, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faudrait faire des tests ADN sur beaucoup plus de gens pour que ça ait une pertinence. En fait, ce qui nourrit ce pourcentage, c'est la banque de données des gens qui sont dessus, quoi. C'est ça. Puis là où c'est fiable, c'est vraiment pour les parentés proches. Si on vous dit c'est une demi-sœur ou une tante parce que c'est tant de pourcents d'ADN en commun que vous avez avec cette personne, ça c'est bon. Ça, c'est quand même fou. Hein. Voilà. Et après, il y a la question de où sont stockées les données, parce que du coup, votre ADN, vous l'envoyez parfois à l'autre bout du monde pour qu'il soit traité. Et donc, il y a la question ça peut faire basculer des vies. Moi, je connais quelqu'un qui l'a fait pour rigoler. Ouais, à l'époque, on pouvait le faire, et qui a appris qu'il avait un demi-frère et que donc son père n'était pas son père. Donc c'est assez fou, et ça fait basculer sa vie. Il y a quelque chose qui était hyper intéressant dans l'histoire d'Arménie que vous avez racontée. C'est mon ex. Alors, vous disiez que c'était pour protéger qu'il n'avait pas voulu raconter cette histoire-là. Mais en fait, vous ne protégez pas. C'est ça, il faut le dire. Et c'est à ça que servent aussi toutes ces démarches. Il ne faut pas protéger d'une histoire, parce que c'est contre-productif, quoi. Ah ben là, il y a des manières plus ou moins douces de bouleverser la vie de quelqu'un, mais là, pour cette dame, c'était très difficile. Après, je pense que dans le contexte qui était celui de cet homme, en fait, il y a eu la Seconde Guerre mondiale qui est passée par là, et donc le pays d'où il venait, qui était la Turquie, était très ami avec l'Allemagne. Et donc lui, je pense, parce que du coup, je n'ai jamais connu ce garçon, mais je pense qu'il s'est vraiment trouvé dans un contexte très concret de... on va tout faire pour faire comme si on ne venait pas de ce pays et pour pas être assimilé à ce pays. Mais oui, du point de vue psychologique, du point de vue familial, c'est le genre de secret qui de toute façon est comme un éléphant au milieu de la pièce. Ça se voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit, qu'il y a quelque chose qui n'est pas su. On peut leur faire confiance, Maï-Hélène, à ces tests ADN? Est-ce que techniquement, ils sont fiables?
faudrait qu'il y ait une erreur dans le prélèvement ou une erreur vraiment physique. Mais sinon, c'est sur fiable, le mode de calcul, oui. Sauf si... Alors après, vous avez des cas qui sont tout à fait minoritaires. Mais par exemple, des fois, vous avez des gens où le test ADN n'est pas bon parce que vous avez ce qu'on appelle des chimères. C'est-à-dire que vous avez dans votre corps, à un moment donné, vous avez eu un jumeau, par exemple, dont une partie des cellules se sont associées aux vôtres. Et donc, vous portez à la fois votre ADN et l'ADN de votre jumeau. On fera une émission sur le chimérisme parce que je peux vous assurer que c'est... Alors ça, si on rentre là-dedans, c'est exceptionnel. Mais là, ça va devenir un tout petit peu trop technique, Maï-Hélène, pour notre sujet d'aujourd'hui. En tout cas, je rappelle votre livre, Maï-Hélène Berasategui, La généalogie pas à pas. C'est chez Flammarion et c'est passionnant. Merci beaucoup de nous avoir éclairés ce matin. Et tout de suite, nous allons accueillir Héloïse Brion, notre chef adoré, spécial Bel et Bien Ensemble. Héloïse, bonjour. Bonjour Agathe. Il paraît qu'on est sœurs. J'ai fait un petit test ADN. Oui, ça ne se voit pas. Oui. On est sœurs de cuisine. Bon, en tout cas, plus sérieusement, vous êtes sur le point de nous dévoiler un vrai secret de famille. Donc, on vous en remercie. C'est une recette qui a traversé les générations dans votre famille. C'est quoi? Exactement. C'est une recette qui a traversé les générations et dont j'ai hérité de ma grand-mère Lily. Parce que j'ai grandi aux États-Unis et quand on rentrait en France pour les vacances, on l'a suppliée. Enfin, en même temps, elle voulait pas nous révéler tous les secrets, mais elle était ravie et nous préparait son riz au lait. Oh là là. Sur les cuisinières en bois dans les Pyrénées. Et elle avait ses petites astuces, ces petites choses qu'elle mettait en plus. Oh là là, c'est tiède. Voilà, ouais. Je l'ai réchauffé pour vous. Alors, Héloïse, qu'est-ce qu'il y a dans ce riz au lait qui a l'air tout parfumé avec... Je vous propose qu'on regarde la recette en images. Alors, comment on fait? Tout simplement, on va mettre du lait dans une casserole. Et ensuite, là, on peut s'amuser. Moi, Lily mettait une gousse d'ail. Une gousse d'ail, une gousse de vanille, une gousse d'ail. Oui, ça vaut le coup de vous l'avoir. C'est le secret. On va mettre de la vanille, un bâton de cannelle et du zeste d'orange. Alors, ça peut être de l'orange, ça peut être de la clémentine, du citron, ce que vous voulez, et un petit peu de cassonade. Oh là là, déjà, rien que ça, cette infusion, ça me fait triper. On va laisser tout ça un petit peu frémir et tout pour que le sucre fonde. Et on va rajouter du riz rond. C'est très important qu'il soit rond, un peu comme le riz qu'on utilise pour le risotto. Exactement, pour le risotto. Et puis alors là, on mélange non-stop pour pas que ça colle et que ça brûle sur le fond pendant 35-40 minutes. Et ensuite, ah oui, quand même. Ouais, voilà, un peu de patience, mais c'est très très bon. Et ensuite, on rajoute, alors elle aimait bien rajouter soit de la pistache concassée ou des amandes concassées pour amener un petit peu de croquant sur le tout. Et vous rajoutez du zeste et un petit peu de après. zeste, ouais, et alors là, j'ai goûté pendant que vous décriviez la recette, évidemment. Est-ce que vous croyez que j'arrive à attendre plus de une seconde? Jamais, c'est terrible. Il est al dente, c'est fait exprès? Ouais. Magnifique. Délicieux. Merci Héloïse. Sarah? Oui, il y a tonton qui a une question pour Caroline. Oui, maintenant que je sais que nous sommes de la grande famille des Cadours, je voudrais savoir comment je vais faire pour avancer et ne pas rester coincé dans le passé. Est-ce qu'on a plein de choses à apprendre? Et c'est ça qui m'intéresse. Justement, c'est ce que vous dites. C'est comment on peut utiliser ça pour ouvrir une porte. C'est une clé. On la met dans la serrure et on ouvre la porte. On peut vraiment découvrir plein de choses plutôt que de le voir comme une prison qui nous enferme. En fait, c'est des informations nouvelles. Et puis, ces informations, on peut aussi les trier. On peut se dire, c'était ce que Céline disait au début, qu'est-ce que je vais pouvoir transmettre à ma fille? Qu'est-ce que je vais garder? Qu'est-ce qui me donne vraiment beaucoup plus d'informations? Et puis aussi, peut-être qu'est-ce que je peux laisser de côté? Il y a peut-être des informations. Qu'est-ce que je peux réparer aussi, peut-être? Oui, oui. Quand on compte parfois, certaines personnes ont une espèce de mal-être tout le temps en filigrane de leur vie, une espèce de lourdeur, ils ne savent pas pourquoi. Tout à coup, ça peut faire la lumière aussi sur les raisons de cette lourdeur. Et donc, c'est une façon aussi d'avoir quelque chose de plus concret si on se fait accompagner par un psy, par exemple. Oui, vous avez tout à fait raison, Agathe. Je pense que cette notion de réparer est hyper puissante parce que ça permet de casser des cycles, casser des schémas et justement de se guérir de quelque chose, de se guérir soi, de guérir ses parents quelque part et aussi de guérir les générations qui viennent. Et ça peut vraiment remettre du lien. Je crois que c'est ça qu'il faut garder plutôt que de rester emprisonné dans quelque chose qui peut pas nous faire du bien. Ne restez pas emprisonné dans la famille Cadour. Moi, c'est mon conseil avant de partir.
On va essayer d'avancer, Agathe. On va essayer. Avancez, avancez, Jean-Yves, ne restez pas là. Non, je vous en supplie. Abandonnez ces gens sur la route. Regardez comment elle torture les Français. Merci Jean-Yves, merci à tout le public. Merci Massarou, merci Caroline Depueut d'être venue de Bruxelles. Merci Héloïse Brion, Arnaud Loquet. C'est fini pour aujourd'hui. Ouais, c'était super intéressant. Ça sera encore plus intéressant demain à 9h55 sur France 2. Très belle journée.